Bienvenue dans cette nouvelle édition du Politicia, une heure de décryptage consacrée aux divers processus électoraux qui se déroulent sur le continent africain. Alors au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, l'actualité électorale du Tchad, Djibouti et du Gabon. Première partie en tout cas consacrée à la présidentielle tchadienne. Eh bien les Tchadiens, on le rappelle, se rendront aux urnes le 10 avril pour élire leur nouveau président de la République. Et nous sommes en compagnie pour analyser les faits marquants de ce scrutin de Madame Falmata Ali Abdoul. Vous êtes juriste, bienvenue Madame. Merci à vous. Nous sommes également en compagnie de Monsieur Jean-Maurice Bamaré. Soyez le bienvenu, Monsieur. Merci. Et de Monsieur Acher Ibn Oumar. Bonjour et merci pour l'invitation. Bonjour Monsieur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de visionner ce programme réalisé par notre équipe d'envoyés spéciaux au Tchad. La distribution des cartes d'électeurs biométriques pour la présidentielle du 10 avril est effective au Tchad. Dans l'effervescence de la campagne électorale, les citoyens n'oublient pas d'aller retirer leurs cartes d'électeurs biométriques. Cette innovation introduite de manière consensuelle dans le cadre de ce scrutin témoigne de la volonté des acteurs politiques d'œuvrer pour une élection transparente. Moi, j'ai bien retiré ma carte d'électeur 10. J'ai déjà retiré. Et j'ai mobilisé même mes amis clandomans. On a tout retiré, nos cartes. Donc nous sommes prêts maintenant pour aller voter le 10, pour le changement. Ils ont sorti les cartes biométriques, les voilà. Tout, il y a des contrôleurs dans la CENI, il y a les directeurs des bureaux de vote, il y a toutes les parties qui surveillent aussi. C'est ça, il n'y a rien de normal, tout est normal dans notre pays. L'introduction de la biométrie dans le processus électoral a conduit à la création d'une base de données avec près de 6 millions de citoyens tchadiens enregistrés. Cette technologie apparaît comme une opportunité pour le pays de réduire les irrégularités constatées dans les élections précédentes et de conduire cette présidentielle dans un climat apaisé. Au début, les gens ont craint que la CENI ne devrait pas faire son travail, mais voilà que la CENI était à pied d'œuvre. Elle s'est engagée à faire ce qu'elle devrait faire et voilà, les votants ont retiré leurs cartes, mais on attend de juger. Si toutes les cartes sont retirées, je crois qu'il n'y a pas de problème. Pour l'organisation de CENI, c'est bon. Bon, CENI, maintenant, actuellement, c'est pour cette année-là, on va voir, il va faire son travail en tant que tel, quoi. Parce que comme ils ont changé les cartes biométriques, voilà les nouveaux aussi, je viens de les tirer maintenant tout à l'heure. Les voilà, quoi. Donc, bon, on va voir s'ils vont faire leur boulot ou pas. Dans les différents quartiers des 23 régions que compte le Tchad, les opérations de distribution des cartes biométriques se déroulent dans la quiétude. Elles prendront fin le 8 avril 2016 sur toute l'étendue du territoire national. Même si l'introduction de la biométrie dans le système électoral au Tchad est saluée par une bonne partie de la classe politique, nombreux sont ceux qui estiment que ce procédé tel que pratiqué n'offre pas les conditions d'une élection totalement transparente. Ils évoquent notamment l'absence des kits de contrôle. Alors la biométrie, nous venons de voir, a été introduite pour ces élections. Monsieur Ibn Oumar, certains s'en félicitent, mais est-ce que la question de la biométrie, notamment du kit biométrique, est close selon vous? Merci une fois encore. Depuis que le Tchad est entré dans ce processus de démocratisation, je préfère ça plutôt dire démocratie pleine, il y a des petits progrès qui se font, notamment le pluralisme et la liberté d'expression. Mais il n'y a pas d'alternance en réalité. Le résultat des élections est connu d'avance. Le président Déby a été très clair à l'occasion de la fête de l'indépendance le 11 août dernier, quand on lui a demandé est-ce qu'il pense un jour passer la main. Il a dit clairement que sans lui, le pays allait dans le chaos. Donc ça coûte très cher tout ça. Ça fait des crises. Parce que là, on a déjà commencé la crise. Votre reportage est un peu incomplet, parce que la CENI, elle a déjà du plomb dans l'aile, parce qu'aujourd'hui, les membres de la société civile de la CENI ont arrêté leur participation pour protester contre l'arrestation de leurs 4 camarades de la société civile. Donc, c'est vrai que les cartes biométriques, c'était un progrès. Le kit... ça aurait été un progrès encore plus sûr. Le fait qu'il n'y ait pas de kit, ça fait quand même une incertitude, ça laisse quand même une marge de fraude. Il y a toujours des petits progrès comme ça, mais fondamentalement, toutes les élections se font dans des climats de tension sociale.
Au Tchad, actuellement, la tension sociale n'a jamais été aussi explosive dans un climat de tir-à-main politique, de la volonté du pouvoir à faire un passage en force, à tel point qu'on se demande pourquoi gaspiller cet argent, cette mobilisation dans un pays très pauvre pour cela. Je pense qu'il faut vraiment revoir tout le processus calmement à la base, mais à quelques jours des élections, ça paraît un peu tard et on est parti vraiment pour une crise pré-électorale et post-électorale, malheureusement. Monsieur Bamaré, est-ce qu'on peut garantir un vote avec un minimum de fraude ? Impossible de dire qu'il y aurait des fraudes parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système biométrique. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait d'autres personnes qui viennent, qui puissent voter à votre place. C'est impossible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand son Excellence, M. Cheikh Ibn Ibrahim, parlait de coûts, c'est-à-dire il disait que le président Déby disait qu'il ne pouvait pas se faire remplacer. Or, c'est faux parce qu'il avait bien dit que si les Tchadiens veulent le remplacer, qu'il n'y avait pas d'autre de problème parce que lui, il est prêt à céder sa place à condition qu'il y ait des hommes qui s'engagent à le faire. Aujourd'hui, l'opposition participe aux élections dispersées. Ça crée un réel problème de fond. On aurait aimé qu'il fasse le primaire avant et qu'il puisse avoir un seul individu, si vous voulez, vis-à-vis des billes. Or là, il y a plusieurs, pour moi, il y a au moins 23 candidats qui viennent contre Idriss Déby. Nous, on a organisé de telle sorte qu'il y ait des alliés. Il y a 96 partis politiques qui se sont alliés au MPS pour participer à cette élection. Donc, ça démontre bien qu'il y a une ouverture. Monsieur Ibn Oumar, c'est une très bonne remarque. Quand même, l'opposition est en rang dispersé. Comment l'opposition peut-elle mutualiser ses efforts pour prétendre succéder au président sortant ? D'abord, je dois rectifier. Le président Déby, effectivement, a dit qu'il serait prêt à céder le pouvoir. S'il y avait quelqu'un capable de le remplacer, tout en disant que pour le moment, il n'en voyait pas. Donc, on tourne en rond. Alors, la dispersion de l'opposition, elle est réelle. Mais tout le monde apprend, tout le monde tâtonne. Mais il faut dire aussi que tout en déplorant la multitude de partis et certains fantaisistes, le pouvoir vient de dire que, non pas 96, au dernier comptage, c'est 104 partis qui soutiennent Déby. Donc, qui a créé ces partis ? On dit l'opposition est divisée, cette opposition par centaines est ralliée le pouvoir. Ça veut dire que ce sont des partis qui ont été créés de toutes pièces, qui ne sont même pas des vrais partis, pour aller à la mangeoire. L'opposition un peu autonome, elle est divisée, ça c'est vrai aussi. Saleh Kedzabo ne fait pas l'unanimité, il n'arrive pas à rallier les partis d'opposition derrière lui. Vraiment, c'est un des problèmes des oppositions africaines, à savoir il faut trouver un ancrage régional. Et le chef de ville de l'opposition, M. Kedzabo, a dit que si on allait avec un seul candidat, on allait se faire laminer. Ça veut dire que les autres régions n'allaient pas voter. Bon, donc le président Obama avait dit à Addis Abeba, les chefs d'État africains qui disent que sans eux, il n'y aura pas d'unité nationale, c'est qu'ils ont échoué à créer l'unité nationale. Donc les opposants africains qui disent que si on va avec un seul candidat, on ne peut pas couvrir tous les pays, c'est qu'ils ont échoué avec un seul langage sur tous les pays. Ça, il y a un handicap de l'opposition. Ça, c'est une réalité, il faut le reconnaître. Et donc, conclusion, est-ce que vous pensez que l'opposition tchadienne peut y arriver à proposer un candidat commun ? La règle qu'ils ont adoptée, c'est qu'en cas de deuxième tour, ils se rallieraient au second. Mais on sait qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Ça a été décidé. Il y aura un seul tour, autour de 60%. Ça, on le sait. Le fameux un coup KO. Mais ce qui est un peu grave, actuellement, depuis plusieurs jours, les étudiants tchadiens à Ouaga occupent le locaux de l'ambassade parce que les bourses n'ont pas été payées. Donc c'est cette incapacité à prendre le pouls de la société qui m'inquiète le plus que les élections elles-mêmes. Le candidat du MPS cumule quand même 25 ans au pouvoir. Nous avons vu dans le reportage que nous venons de visionner que certains électeurs demandent un changement. Comment est-ce que quelqu'un qui a cumulé 25 ans au pouvoir peut apporter quelque chose de nouveau ? Le nouveau, on peut le dire, c'est en quelque sorte comme un mot seulement, mais s'il faut saluer aujourd'hui le progrès de la carte biométrique, il faut aussi saluer le mérite parce que là, la population s'attend à plus
Même s'il a fait 25 ans, bien sûr. Et s'il veut le faire, il faut que le mérite et qu'il soit à l'écoute de la population. Moi, maintenant, je me prononce beaucoup plus pour la jeunesse parce que là, le secteur du travail n'est pas garanti pour nous, la jeunesse. Et le secteur aussi des études, ça craint. Si nous prenons l'exemple qui vient d'évoquer des étudiants à Ouagadougou, ça fait bientôt 2 semaines qu'ils sont en train d'occuper les locaux de l'ambassade. C'est un peu frustrant pour notre pays. On sait que le Tchad se bat pour des guerres, se bat pour des choses, mais il faut qu'il se batte pour sa relève. La jeunesse maintenant s'attend à un candidat qui puisse assouvir un peu sa soif, assouvir et lui garantir un avenir meilleur et non lui mettre encore les bâtons dans les roues. La jeunesse se veut, l'éducation se veut une priorité au moins dans leur campagne. Monsieur Bamaré, Madame Ali Abdou a mentionné l'armée. Alors, est-ce que le gouvernement actuel a privilégié le secteur des armées au détriment peut-être du social ? L'armée tchadienne est toujours nécessaire parce que le Tchad sort de 40 ans de guerre. 40 ans de guerre, ça fait que 5 ans que nous avons réellement la paix. En 5 ans, si vous visitez le Tchad aujourd'hui, ou si vous avez eu l'occasion de visiter le Tchad avant, il y aura vraiment un changement, c'est-à-dire vous constaterez un changement radical à tous les niveaux, que ce soit au niveau d'infrastructures, au niveau de la population, au niveau également des établissements scolaires, comme au niveau de la santé, il y a un changement réel. Le problème de crise sociale, c'est dû également à ces problèmes de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi ? Aucun pays au monde qui est en guerre ne peut s'occuper de sa population à l'intérieur. Il est arrivé où tous les jeunes étaient pratiquement engagés pour servir l'armée. Aujourd'hui, les jeunes maintenant commencent à travailler, à étudier, à se mettre à la disposition de leur pays. Je pense que le vrai problème, c'est un problème de la sécurité. Donc, Monsieur Ibn Oumar, des élections qui se préparent dans un contexte particulier. Vous l'avez mentionné, il y a un procès en cours actuellement, un procès de 4 membres de la société civile. Il y a eu une journée ville morte le 24 février. Les rassemblements hors meeting de campagne sont interdits. Est-ce que le climat est trop tendu pour aboutir à un scrutin satisfaisant ? Tout a commencé à la mi-février avec ce qu'on appelle l'affaire Zuhoura. Cette jeune fille qui a été enlevée, séquestrée, violée, filmée et dont les images ont été mises sur le net et donc qui a blessé profondément toute la société tchadienne, toute tendance politique confondue. Les dirigeants n'ont pas mesuré le choc que ça fait, le traumatisme que ça fait au niveau de la population. Un journaliste burkinabé disait qu'au Burkina, il y avait 3 confessions religieuses. 50% des musulmans, 50% de chrétiens et 100% d'animistes. En Afrique, nous avons ce fond, moi je l'appelle pas animiste, mais des valeurs traditionnelles, pour lesquelles la fille, la femme, c'est la déesse mère. Donc toucher à cela... En sortant a pris position sur ce sujet. Non, il n'a pas pris position. Il y a eu un message sur Facebook, donc par son conseiller Facebook, en disant « je suis choqué ». Mais aucun des dirigeants, et même des parents... L'enquête suit son cours, si je ne m'abuse. Oui, enfin, il n'y a pas eu... Justement, il y a eu un problème de communication assez lamentable. La seule communication qu'on a eue, le ministre de l'Intérieur, qui menace les gens de ne pas manifester, qui amène la fille, Mani Militari, la victime, à la télé pour lui demander de démentir qu'elle a subi ça et d'appeler les gens à ne pas manifester. Elle obéit, elle ressort et puis elle dit qu'on m'a forcé. Enfin, ça a été un fiasco total en disant la justice sous son cours, sachant très bien que les Tchadiens, à tort ou à raison, ne font pas tellement confiance à leur justice parce qu'il y a eu pas mal de cas d'impunité. Donc, ça a provoqué des manifestations qu'on n'en a jamais vues au Tchad. Des gens qui n'étaient pas politisés du tout. Ils n'ont pas prévu cela. Et donc, ils ne veulent pas du tout qu'il y ait des mouvements de rue, quels qu'ils soient. Et donc, ça va contre les principes constitutionnels, ça va amener les gens à trouver d'autres formes d'expression et ça va aggraver la crise. Dans ce sens-là, est-ce que l'opposition se sent brimée au vu de cette interdiction ? L'opposition, de toute façon, elle a toujours été bridée ou brimée. Par exemple, il est arrivé, j'ai cité Yoronga tout à l'heure, il a été, je crois, 14 fois en prison.
il a fait des déclarations peut-être qu'on peut juger excessives, mais il n'a pas pris les armes, il n'a rien cassé, il n'a tué personne, etc. Donc l'opposition au Tchad a toujours vécu, sans compter le cas emblématique du leader de l'opposition, Ibn Omar Massad, qui a disparu en 2008, et dont la commission d'enquête a fait un travail qui n'a abouti nulle part. Madame... Donc l'opposition est habituée à être dans un climat de pression, malgré le pluralisme et une certaine liberté de la presse. Monsieur Bamaré, oui, avant de conclure. Je veux réagir justement concernant le problème de Zoura, parce que au Tchad, comme avait dit tout à l'heure son Excellence Cheikh Ibn Omar, au Tchad, la femme, comme dans le monde entier, la femme est sacrée. La femme est quelque chose de très important, à tel point que quand il y a par exemple ces enlèvements, plus ces viols qui sont publiés sur les nets, c'est carrément désacrer la femme. Et ça crée un réel problème. Ça, il avait bien confirmé que cette période a été dramatique pour toute la population tchadienne. Le président de la République a pris acte de ces problèmes. Il a effectivement demandé à ce que la justice fasse son travail. Ça a été confié à la justice. Aujourd'hui, les meneurs de cette action sont tous en prison. Effectivement, ça crée aujourd'hui un réel problème, de telle sorte que les jeunes filles maintenant sont méfiantes. Elles ne peuvent pas sortir toutes seules, c'est vrai, mais n'empêche qu'aujourd'hui la sécurité existe au Tchad. Le problème de la brimade de l'opposition, c'est pas vrai, parce que l'opposition peut manifester à tout moment. L'opposition a toutes les attitudes de pouvoir manifester. La manifestation pourtant, est inscrite. Il y a un décret qui a été annoncé contre cela, contre toute manifestation hors meeting de campagne. Dans tous les pays du monde, en période électorale, on ne peut pas tolérer en même temps qu'il y ait des manifestations qui peuvent perturber les élections. Et surtout où le Tchad, en ce moment, nous sommes en état de crise. Très bien. Merci beaucoup. Madame Ali Abdoul, avant de conclure, quelles sont vos lectures de ces événements ? De tous ces événements, je dirais que ça soit le parti au pouvoir ou bien de l'opposition, il faut qu'ils sachent ce à quoi ils doivent faire face. Parce que cette jeunesse qu'on s'appelle la génération Android, on ne laisse pas passer les mots, on ne laisse pas passer tout ce qui ne va pas. On apprend beaucoup plus des erreurs de nos aînés pour que notre avenir soit au moins juste et justifié aussi pour nous. Donc, s'ils pensent que ceux du pouvoir ou de l'opposition, parce que la jeunesse va se taire sur certains mots, c'est qu'ils ont fait une grave erreur. Et donc, nous disons et nous prenons notre avenir en main. On ne veut plus que les erreurs du passé puissent entraver notre avenir. Merci beaucoup, Madame Falmata Ali Abdoul. Vous êtes juriste. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci également à vous, Monsieur Jean-Maurice Bamaré, d'avoir participé à notre débat. Merci de nous inviter sur ce plateau. Et merci également, Monsieur Hacher Ibn Omar. Merci. Il est temps de marquer une courte pause. Politicia continue dans quelques instants avec un volet consacré à Djibouti.